Au Moyen Âge, l'arrivée de l'hiver représentait bien plus qu'un simple refroidissement désagréable. La période entre novembre et mars était pour les paysans comme pour les bourgeois une épreuve qui décidait souvent si une famille survivrait à l'année suivante. Aujourd'hui, nous sommes assis dans des maisons modernes avec isolation, chauffage central et réserve de nourriture. Mais nos ancêtres affrontèrent des nuits glaciales dans des chaumières peu isolées, dormaient sous des toits qui laissaient passer le froid et comptaient sur leurs compétences, traditions et entraide mutuelle. Selon les chroniques du XIVe siècle, les hivers cruels s'abattaient non seulement sur les contrées septentrionales, mais aussi sur l'Europe méridionale, où la neige en l'an 1359 bloqua les villes italiennes, au point que les habitants ne purent sortir pendant plusieurs jours. Selon un autre chroniqueur, durant l'hiver exceptionnellement froid de 1363 à 1364, les lagunes de Venise et les baies près de Bordeaux se transformèrent en surfaces glacées. Que se passait-il dans de telles conditions avec le grain, l'eau et la chaleur dans un foyer ordinaire? Comment les gens se préparaient-ils à la pluie et à la neige dans les différentes régions d'Europe? Et qu'est-ce qui les aidait à tenir? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les gens du Moyen Âge se débrouillaient avec le gel. Nous verrons comment les changements climatiques, depuis l'optimum climatique médiéval chaud jusqu'à l'avènement de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, influençaient le rythme annuel du travail et du repos. Dans un moment, nous révélerons comment les maisons étaient là conçues, comment fonctionnèrent les foyers sans cheminée, pourquoi la laine était une matière première stratégique et quelle place apparaissait dans le chaudron hivernal. Vous apprendrez aussi comment les rituels festifs, des fêtes de Saint-Martin en passant par la période de l'Avent jusqu'au Carnaval, aidaient les gens à surmonter les semaines les plus glaciales, et comment la médecine par les plantes faisait face aux maladies et aux carences. Nous essaierons de voir ce qui se passe quand le gel se combine à la pluie et que survient la famine, et quels enseignements nous pouvons tirer de la résistance de nos ancêtres pour aujourd'hui. L'hiver n'était cependant pas seulement une épreuve physique, il affectait profondément le rythme de la vie quotidienne. La durée du jour se raccourcissait jusqu'à 8 ou 9 heures, et le reste du temps régnaient les ténèbres. Les gens, selon les chroniques et traités médicaux, vivaient le sommeil en deux phases. D'abord le premier sommeil, qui commençait peu après le coucher du soleil, durait 5 à 6 heures, puis suivait un intervalle éveillé d'1 à 2 heures, pendant lequel ils se levaient, attisaient le feu, priaient ou rendaient visite aux voisins. Cet intervalle s'appelait veille ou petite heure et était considéré comme un moment propice aux conversations intimes, à la lecture de la Bible ou à l'écriture des rêves. Suivait le second sommeil jusqu'à l'aube. En hiver, une personne pouvait ainsi dormir 12 heures. Le concept actuel de sommeil biphasique est donc une ancienne invention qui découlait du manque de lumière et du besoin d'économiser l'énergie. Les différentes régions d'Europe avaient en outre des climats distincts, et les moyens de survie différèrent donc aussi. Au nord régnaient de longues périodes glaciales, qui poussèrent les gens à construire de longues maisons en rondins, et à utiliser des fourrures de rennes ou d'ours pour isoler la chaleur. Au sud, l'hiver était court, mais l'avènement du petit âge glaciaire fit qu'au XIIIe et XIVe siècle, la neige recouvrit même les villes toscanes. Dans cette vidéo, nous examinerons donc les stratégies et approches les plus diverses, aussi bien au nord qu'au sud, dans les villes comme dans les villages. Nous suivrons comment les maisons se construisaient en fonction de la direction du vent, comment la nourriture se conservait et les épices se mélangeaient, comment les femmes adaptaient les vêtements pour pouvoir se mouvoir dans le gel, et comment les habitants des monastères utilisaient leurs connaissances pour aider les autres. Dans les chapitres suivants, il ne s'agira donc pas seulement de décrire des faits historiques. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment dans l'obscurité naissaient histoire, chansons et superstitions, comment les gens trouvaient réconfort dans la compagnie et les boissons chaudes. Dans un moment, nous révélerons comment sommeil et veille s'alternaient, et comment même la plus longue nuit pouvait se remplir de travail et de joie. Le début du Moyen Âge fut relativement doux. Entre le IXe et le XIIe siècle, régnait en Europe septentrionale un climat chaud qui favorisait l'agriculture.
La longue saison de végétation et les moindres variations de température permirent le développement des villes et la croissance de la population. À la fin du XIIIe siècle, cependant, le cycle s'inversa. Selon les chroniques et études climatologiques, un refroidissement se produisit vers l'an 1300, qu'on désigne aujourd'hui comme le petit âge glaciaire. Les témoignages des années 1310 à 1330 parlent d'une série d'années sèches et d'hivers cruels qui suivirent, quand les champs enneigés et la pluie causèrent des destructions massives de récoltes. Ces changements étaient dus à une combinaison d'éruptions volcaniques, de baisse de l'activité solaire et de modification des courants océaniques. En Europe septentrionale, ce refroidissement se manifesta surtout dans la première moitié du XIVe siècle. Dans les chroniques, on mentionne par exemple que les hivers du tournant des années 1363 à 1364 furent si rigoureux qu'un marché se tint sur la glace du Rhin et que le fleuve resta gelé 70 jours. La période des hivers rudes ne se limitait pas au nord. En Italie, on déblayait la neige des toits plats des maisons pour éviter leur effondrement. En même temps se multipliaient les étés humides, où la pluie incessante empêchait le séchage du foin et de la paille et causait des famines. La combinaison la plus connue de temps froid et humide fut la grande famine des années 1315 à 1317. Elle commença par des pluies incessantes et des températures basses qui détruisirent les récoltes de céréales et causèrent un manque de fourrage pour le bétail. Les prix des denrées doublèrent rapidement et le sel, indispensable pour la conservation de la viande, devint un luxe. Selon les chroniques, il y avait si peu de pain que même le roi Édouard II, lors de sa visite à Saint-Alban, eut peine à se procurer une miche. Dans un témoignage anglais, il est décrit que les gens mangeaient des chevaux et des chiens et recouraient même au cannibalisme. Le climat dégradé eut aussi des conséquences politiques. La faim et l'impossibilité d'approvisionner les armées arrêtèrent par exemple l'invasion française des Flandres. De plus, le manque de nourriture affaiblit la population au point que les maladies épidémiques, notamment la pneumonie, la tuberculose et la bronchite, se propagèrent plus rapidement et contribuèrent à une mortalité de 10 à 25% de la population. La survie dépendait aussi de la capacité à prévoir l'hiver. Les gens observaient les signaux dans la nature, car aucune station météorologique n'existait. Les chroniques et la sagesse populaire parlent de pelures d'oignons plus épaisses, de queues d'écureuils plus touffues et de chutes précoces des feuilles comme signe d'un hiver cruel. Dans certaines régions, on affirmait que si à la fête de la Chandeleur, c'est-à-dire le 2 février, le soleil brille et qu'il fait clair, l'hiver durera plus longtemps. S'il fait couvert, le printemps approche. Les gens s'efforçaient aussi de lire le comportement des animaux et des oiseaux pour se ravitailler à temps. Cette approche intuitive de la météorologie se transmettait de génération en génération et avait un sens pratique. Qui savait préparer à temps réserve et bois avait plus de chances de survivre. La plupart des gens du Moyen Âge vivaient dans de simples chaumières d'osier et d'argile, construites sur de bas tertres pour ne pas s'imbiber lors du dégel. Les murs étaient ornés de treillis d'osier, tressés, enduits d'un mélange d'argile, de paille et de fumier de vache, qui après séchage formaient une coquille solide mais non étanche. Le sol était en terre battue et recouvert d'une couche de paille, qui servait d'isolation et de dépotoir. En hiver, la paille se changeait pour absorber humidité et saleté. Les toits de roseaux ou de bardeaux s'abîmaient facilement par le vent, mais isolèrent bien et ne se remplaçaient qu'une fois, tous les quelques années. Les fenêtres étaient petites et ne contenaient pas de verre. Les ouvertures se couvraient en hiver de parchemin huilé, d'étoffes ou de volets de bois. Au milieu de la chaumière se dressait le foyer, un espace circulaire ou carré creusé en fosse où l'on chauffait au bois ou à la tourbe. La fumée s'échappait par une petite ouverture dans le toit ou par des fentes entre toit et mur. Il en résultait un smog perpétuel qui imprégnait les plafonds à poutres, séchait la viande, mais irritait aussi yeux et poumons. Dans certaines maisons,
On utilisait des paniers portatifs à charbon ou de petites briquettes pour pouvoir déplacer la chaleur de la pièce principale vers les chambres. Selon les reconstructions expérimentales de maisons vikings, la température à l'intérieur de telles constructions se situait autour de 15 à 17 degrés Celsius, si l'on mettait dans le feu quotidiennement environ 50 kg de bois dur. Pour de grandes salles, il aurait fallu jusqu'à 25,5 kg de bois par heure pour élever la température de seulement 6 degrés Celsius, ce que seuls les plus riches pouvaient se permettre. Les chaumières servaient souvent d'habitation pour les gens et les animaux. Il était encore courant qu'une famille garde en hiver dans une partie de l'étable chèvres, moutons ou vaches. Les animaux non seulement réchauffèrent la pièce, mais par leur souffle empêchaient l'eau de geler. Certaines régions, par exemple le Pskov russe, pratiquaient le sommeil hivernal. Les gens passèrent la majeure partie de l'hiver au lit pour économiser énergie et nourriture, ne se levant que pour manger et contrôler le feu. Les nobles et habitants des villes pouvaient se permettre des maisons de pierre. Les murs de pierre étaient moins épais et accumulaient bien la chaleur, mais les grandes salles se chauffaient quand même difficilement. Dès le XIIe siècle commencèrent à s'imposer cheminées et âtres, qui permettaient l'évacuation de la fumée et la construction de petites pièces séparées. Les anciens dispositifs, foyer central et évacuation de fumée par l'ouvert, exigeaient un plafond haut et une ouverture de toit ouverte, ce qui diminuait l'efficacité du chauffage. Quand apparurent les âtres avec cheminées maçonnées, il fut possible de construire des plafonds plus bas, diviser le bâtiment en petites pièces et équiper chacune de son propre foyer. Dans les châteaux et monastères, s'appliquait un mode de chauffage plus avancé inspiré des hypocaustes romains. L'air chaud des fours circulait sous le plancher et chauffait les dalles de pierre. Cette technique était cependant coûteuse et se maintenait surtout dans les bains ou salles de réception. Le plus souvent même dans les maisons de pierre, on utilisait de massifs âtres ouverts. Les témoignages historiques indiquent que certains âtres étaient si larges qu'on pouvait y placer un porc entier ou un quartier de bœuf. Dans les grandes salles, les âtres servaient à la fois de cuisine et de foyer social. Familles et domesticité se rassemblaient autour du feu, partagèrent la nourriture et écoutèrent les récits. Les murs des chaumières comme des demeures seigneuriales se complétaient de tentures, tapisseries et tapis. Le textile sur les murs non seulement embellissait, mais protégeait aussi des courants d'air. Au sol s'étendaient des nattes de bois ou des fourrures. Aux fenêtres se tendaient des parchemins imprégnés d'huile pour laisser passer la lumière et retenir le vent. La nuit, on utilisait des lits à baldaquin, des constructions de bois avec rideaux d'étoffe autour, qui créaient un petit espace chauffé. Chez les familles plus riches, apparaissaient aussi des bouteilles chauffantes remplies d'eau chaude, ou des briques rougies enveloppées de toile. Progressivement se répandirent les petites boîtes de tôle, ancêtres des bassines chauffantes, dans lesquelles on mettait des braises rougeoyantes, et avec lesquelles on parcourait les lits avant le coucher pour réchauffer la literie. Outre tentures et tapis, existait aussi une série de trucs plus subtils. Les chaumières s'orientaient de sorte que l'entrée principale soit tournée vers le sud ou l'est et capte le plus possible de soleil hivernal. Le côté nord était en majorité sans fenêtre, pour que les courants d'air ne refroidissent pas l'espace intérieur. Sous le toit se construisaient des greniers servant d'isolation. Paille et foin créaient un coussin thermique et servaient en même temps de réserve pour les animaux. Dans certaines régions, le lit était suspendu aux poutres comme une grande balançoire. Il pouvait se hisser au plafond pour profiter de la chaleur de l'air montant et libérer l'espace pour le travail de jour. Les maisons urbaines étaient divisées en hauteurs. Au rez-de-chaussée, on travaillait et vendait des marchandises. Au-dessus, on habitait. La chaleur de la boutique réchauffait ainsi partiellement les étages supérieurs. Dans les villes plus aisées, apparaissaient des fenêtres avec de petites plaques de verre enchâssées dans des cadres de plomb. Le verre se fabriquait en coulant la matière fondue sur une plaque métallique, et sa transparence était limitée, mais c'était quand même une révolution dans l'isolation. Après le coucher du soleil, les murs des maisons s'éclairèrent de chandelles de suif ou de cire d'abeille. Leur lumière dégageait de la chaleur, mais la cire était chère.
Aussi s'utilisait-elle dans les églises et chez la noblesse, tandis que les paysans se fiaient aux torches résineuses. Celles-ci non seulement éclairaient, mais créaient aussi une faible chaleur et un parfum de résine. Avant l'hiver, chaque foyer devait se procurer assez de combustible. En forêt, on ramassait le bois sec. Dans les tourbières, on prélevait des blocs de tourbe, et sur les côtes, on séchait algues et bois flottés. La consommation était énorme. Les expériences, avec des répliques de maisons vikings, montrèrent que maintenir en hiver une température autour de 15 degrés Celsius exigeait environ 50 kg de bois par jour. De plus grandes salles auraient eu besoin de 55 tonnes de bois pour un hiver, si elles étaient chauffées en continu. C'est pourquoi il était courant de ne chauffer que le soir, et passer le reste du jour dans le froid, ou bien fermer l'espace avec des paravents et des peaux d'animaux. Dans les régions montagneuses et déboisées, le combustible devint la tourbe, qui se récoltait en été et séchait au soleil. Dans les zones au climat sec, on chauffait avec du fumier séché de bovins ou chameaux. Là où il y avait assez de bois, certaines pièces se laissaient dans le sable plusieurs années pour perdre leur sève et brûler plus proprement avec moins de fumée. Le bois ne devenait pas seulement combustible, mais aussi lien social. À la fin de l'automne, des villages entiers partaient en forêt pour les brigades de bûcherons. Les hommes abattèrent les arbres, les femmes ramassèrent les branches et les enfants portèrent les copeaux. Le travail se transformait en fête, où l'on chantait et se transmettait les histoires des ancêtres. Une partie du bois se transformait en charbon de bois, les bûches se disposèrent dans des fosses, se recouvraient d'argile et se calcinaient lentement sans accès d'air. Le charbon brûlait lentement et proprement, et s'utilisait non seulement dans les cuisines, mais aussi dans les forges et ateliers de cordonniers. Le bois de chauffage était si précieux que les conseils villageois déterminaient combien d'arbres un foyer pouvait abattre. Les coffres pleins de charbon servaient non seulement à cuire, mais aussi au chauffage personnel. Les chauffe-mains portatifs, récipients métalliques ou céramiques remplis de braise. Les gens se les appliquaient aux pieds ou les glissaient sous leur manteau. Dans l'intérieur de l'Italie se répandirent les scaldini, récipients d'argile peints avec anse, qui se remplissaient de cendres et tenaient les mains au chaud pendant la broderie ou le travail de menuiserie. La nuit, on mettait dans le lit des bassines chauffantes. En Toscane existait une superstition qu'une femme qui s'applique un récipient chauffant au ventre tombe bientôt enceinte. Ces légendes montrent que le désir de chaleur s'entremêlait avec le symbolisme de fécondité et d'énergie vitale. La source de chaleur la plus courante était le feu ouvert. Dans les foyers plus pauvres, c'était une fosse en terre tapissée de pierres, au-dessus de laquelle on cuisinait et se chauffait. La fumée coulait directement dans la pièce, et la chaleur qui s'échappait emportait aussi des étincelles. Il y avait donc risque non seulement d'enfumage, mais aussi d'incendie. Pour l'évacuation de fumée, on utilisait des ouvertures dans le toit, mais leur taille devait s'adapter au temps. Quand il pleuvait, les ouvertures se couvraient en partie, ce qui aggravait encore la situation. Certaines maisons avaient des foyers de pierre avec un petit muret qui réfléchissait la chaleur vers l'espace. Vers le XIIe siècle environ, commencèrent à apparaître en Angleterre et France des âtres avec cheminée, ce qui permit de construire de plus petites pièces et mieux distribuer la chaleur. Les âtres avaient une large aspiration, et le foyer se trouvait habituellement face à l'entrée, pour que le courant d'air emporte la fumée. Les pierres sur les côtés se réchauffaient, et après extinction du feu dégageaient encore de la chaleur plusieurs heures. Dans les villes allemandes et d'Europe centrale commencèrent à s'utiliser dès le XIVe siècle des poêles en faïence, qui accumulaient la chaleur et la transmettèrent dans la pièce de longues heures. Ces poêles étaient coûteux. Aussi se répandirent-ils plutôt dans les villes et monastères. Pour réchauffer mains et pieds, les gens utilisaient divers chauffe-mains portatifs. Dans les églises, les paysans apportaient de petits récipients avec braises rougeoyantes, pour que leurs doigts ne gèlent pas pendant les longs offices. En voyage, on utilisait une petite poêle en fonte remplie de charbon ardent, qu'on pouvait glisser sous le manteau ou dans le lit. Près des chambres apparurent des récipients chauffants en cuivre avec longs manches, avec lesquels on repassait le lit.
Non négligeable était aussi l'apport thermique des animaux domestiques. Comme l'indiquent les chroniques de France et de Russie, les gens dormaient en hiver avec leurs vaches, porcs et chèvres. Dans un témoignage bourguignon de l'an 1844, qui décrit la survie dans un environnement rural traditionnel, il est écrit que les hommes passèrent les jours au lit, se serraient l'un contre l'autre pour garder la chaleur, et ne se levaient qu'une fois par jour pour manger et contrôler le feu. Dans la région russe de Pskov, certains paysans dormaient, paraît-il, la moitié de l'année et se relayaient au feu. Quel que soit le statut social, il fallait s'habiller par couches. La base était une chemise de lin et un caleçon qui évacuait la sueur. Par-dessus s'enfilaient une ou deux tuniques de drap de laine, une couche inférieure plus fine et une supérieure plus rugueuse, créant ainsi des poches d'air que le corps réchauffait. Beaucoup de gens portaient 3 couches, pour retenir la chaleur même par des températures autour de -15 °C. À la campagne, on ne se déshabillait souvent même pas la nuit. Les gens dormaient habillés, pour ne pas perdre l'air réchauffé, et économisaient en plus la literie. Le matériau le plus important était la laine. Grâce à la graisse naturelle, l'anoline, la laine repousse l'eau et peut absorber jusqu'à 30% de son propre poids en humidité, sans paraître mouillé au toucher. Ce qui est fascinant, la laine, lors de l'imbibition d'humidité, provoque une réaction chimique, où les liaisons hydrogènes de l'eau se lient aux molécules de la fibre et libèrent une petite quantité de chaleur. Cela signifie que la laine chauffe même quand elle est humide, ce qui est crucial dans les conditions de neige et pluie. Les matériaux modernes, comme le coton, retiennent l'humidité et refroidissent rapidement. C'est pourquoi le coton ne s'utilisait que sporadiquement, tandis que la soie servait plutôt à l'ornement. Une autre stratégie était l'usage de manteaux de cuir ou de feutre qui protégèrent du vent. Le cuir lui-même ne chauffe pas, mais en combinaison avec la laine crée un bouclier efficace contre le vent. Les paysans avaient souvent des manteaux bordés de fourrure de mouton ou lapin. Quand il faisait extrêmement froid, ils portaient des manteaux sur les épaules, capuches ou cagoules, qui maintenaient la chaleur sur la poitrine et la tête. La tête est un endroit clé où s'échappe le plus de chaleur. Couvrir la tête aidait donc indirectement aussi les pieds. Dans beaucoup de pays, les lois limitaient le luxe vestimentaire. Les ordonnances somptuaires anglaises de l'an 1363 permettaient aux épouses et filles d'artisans et paysans propriétaires de terres de ne porter que fourrures de mouton, lapin, chat et renard. Les fourrures plus fines et chaudes, zibeline, vison, hermine, étaient réservées à la noblesse. Les riches pouvaient border leurs manteaux de fourrure de renard ou d'ours, tandis que les pauvres doublaient leurs vestes de fourrure de lapin ou agneau. Certaines sources nordiques décrivent le port de fourrure de rennes et d'élan, qui ont des poils creux et isolent exceptionnellement bien. Au nord apparaissaient aussi des bottes de cuir à haute tige. La plupart des chaussures conservées n'avaient pas d'aménagement spécial hivernal. L'important était qu'elles soient assez larges pour y mettre chaussettes de laine et bas. Les femmes portaient foulards et voiles, qui couvraient cou et épaules et fonctionnaient comme couche d'isolation supplémentaire. Les gens du Moyen Âge savaient aussi que la sueur refroidit. La plupart du travail manuel s'effectuait au champ, en forêt ou dans la cour. Quand les gens se réchauffaient pendant le travail, ils ôtaient le manteau ou la capuche pour ne pas transpirer. Dès qu'ils s'arrêtaient, ils remettaient immédiatement une autre couche. Cela valait aussi pour voyager. Sur les longs voyages hivernaux, on marchait au rythme, marche lente, met le manteau, marche rapide, ôte le manteau, pour éviter refroidissement ou gelure. Cette régulation consciente de la chaleur était cruciale pour survivre dans un climat glacial. Les sources écrites et matérielles montrent que les gens du Moyen Âge étaient infiniment ingénieux dans leurs vêtements. Outre le principe simple de superposition, dont nous avons déjà parlé, ils utilisaient une combinaison spécifique d'étoffes et coupes. Les historiens ont reconstitué la cotte, couche intermédiaire de laine claire qui captait l'air, et la cotardie, vêtement supérieur plus lourd de laine entièrement foulé, qui bloquait le vent. Sous la chemise de lin se portaient aussi
des foulards de soie, qui minimisaient les frottements. Sur la couche supérieure s'utilisaient quand parfois des pièces rapportées de cuir pour une meilleure résistance. Les couches s'enfilaient, de sorte qu'au repos se créent des poches d'air chaud, et quand il fallait bouger, la couche supérieure pouvait se déboutonner. Quand il faisait très froid, les vêtements se rembourraient de fourrure. Eva Anderson, historienne de la culture vestimentaire, décrit qu'à la doublure servaient fourrure d'écureuil, martre, agneau, lièvre, putois, loutre, loup, renne ou ours. La fourrure se portait à l'intérieur du vêtement pour que les poils ne souffrent pas du temps, et la porter à l'extérieur était considérée comme signe de barbarie. Édouard de Norwich recommandait la fourrure de loup et renard pour manchettes et cols, car justement, poignets et cous sont les points par où s'échappe le plus de chaleur. Les capuchons et cagoules étaient une partie infiniment importante. Le capuchon s'enfilait sur tête et épaules, et grâce à sa forme créait une cheminée, où se rassemblait l'air chaud exhalé par le corps. Le capuchon complétait souvent un manteau ou veste de toile avec col attaché. Pour les mains se fabriquaient des gants avec pouces séparés et cousus de laine ou cuir. Pour les gros travaux s'utilisaient des moufles sans doigts qui permettaient de saisir les outils. La chaussure devait s'adapter à la superposition comme le reste du corps. La plupart des bottes étaient en cuir et n'avaient pas de version spéciale hivernale, mais devaient être amples pour y mettre plusieurs paires de chaussettes de laine. Entre les orteils s'insérait de la laine de mouton ou fibre de lin, pour absorber la sueur et empêcher les gelures. Les gens rembourraient leurs chaussures de semelles de paille ou d'herbe. Il existe même une petite chanson médiévale qui se moque d'un paysan car la paille dépasse de ses hautes bottes. Les chaussettes se fabriquaient par la technique du nalbinding, ancien crochetage à l'aiguille, ce qui assurait un tissage plus serré que le tricot. Pour que le cuir ne laisse pas passer l'eau, les bottes se graissèrent de suif ou saindoux. Ces détails prouvent que le vêtement était un outil actif de survie. La combinaison de couches légères, tissé lâche et foulée dense, rembourrage de fourrure et maintien au sec grâce au déshabillage et rhabillage réguliers, permettait aux gens de travailler, voyager et dormir dans de cruelles conditions hivernales. Dans cette vidéo, nous reviendrons encore sur la question de comment ces vêtements étaient fabriqués et quelle importance économique avaient laine et fourrure pour la société médiévale. Dans les familles pauvres, la nourriture principale était un épais, pottage, bouilli ou ragoût cuit avec grains de céréales, légumineuses, légumes racines et herbes. Dans la marmite, on jetait ce qu'on avait sous la main. Navets, choux, pois, lentilles, oignons et gruaux. Le goût s'améliorait avec persil et autres petites herbes. Le pain se cuisait de farine d'orge ou seigle car le blé était cher. Le pain était dense et se gardait longtemps. Quand il y avait assez de viande, elle s'ajoutait sous forme de lard fumé ou morceaux de porc. Dans les régions nordiques, se rajoutaient au potage aussi des poissons séchés. Les pommes de terre étaient précédées par des répliques vikings de navets. Selon plusieurs manuels du XVe siècle, on ajoutait au bouilli hivernal aussi des fruits, prunes, poires ou pommes séchées, car les gens croyaient que manger des fruits crus en hiver était malsain. Les légumineuses avaient un rôle clé dans l'alimentation hivernale. Pois et haricots fournissaient les protéines quand la viande était rare. Dans certaines régions, on mangeait de la bouillie de farine, de pois, avec oignons et ail. La viande se consommait en hiver ordinairement de l'animal abattu à la Saint-Martin, 11 novembre. Il s'agissait surtout de porc. Après le massacre de novembre, la viande fraîche se salait, fumait et séchait, pour tenir jusqu'au printemps. L'hiver était la période où l'on ne mangeait pas seulement, mais buvait aussi pour se réchauffer. Outre bière et vin faible, se préparaient dans les villages hydromels chauds et bières épicées. Une des boissons les plus connues était le wassail. Le mot vient de l'anglo-saxon waeshael, en traduction sois en santé. La boisson se préparait avec halle chaude, mou de pomme ou vin, auquel s'ajoutaient pommes rôties, sucre, cannelle, clous de girofle, gingembre et muscade.
Le mélange s'épaississait parfois d'œufs et crème, et la boisson mousseuse résultante s'appelait lambswool. Les familles plus riches buvaient wassail pendant tous les 12 jours de Noël, tandis que les villageois en aspergèrent les arbres fruitiers lors du rituel wassailing, pour assurer une bonne récolte. Une autre boisson appréciée était le vin chaud. Le vin épicé n'est pas une invention moderne. Une des plus anciennes recettes de Hippocrate vient d'un livre de cuisine anglais de l'an 1390 et décrit du vin chauffé avec miel, cannelle, gingembre et épices. Les Romains préparaient déjà des boissons similaires. En hiver, le vin ne se chauffait pas seulement pour le goût, mais aussi parce que la chaleur aidait le corps à mieux absorber sucres et épices, et la boisson était considérée comme remède contre les rhumes. Aux riches festins, le vin chaud se servait dans des bouilloires métalliques travaillés, et s'accompagnait de châtaignes grillées. Les pauvres se chauffèrent de la bière faible avec herbes, qui fortifiait la digestion et réchauffait l'estomac. Lait et produits laitiers jouèrent un rôle important dans le menu hivernal. À l'époque où le bétail ne donnait pas autant de lait qu'au printemps, une partie du lait se transformait en beurre, fromage et fromage blanc, qui se conservaient dans de fraîches caves. Le beurre s'utilisait comme source d'énergie et s'ajoutait aux bouillies et soupes. Le fromage était durable et servait comme importante source de protéines et graisses. Le petit lait se chauffait et se parfumait de miel, créant une simple boisson chaude semblable au lait chaud, au miel d'aujourd'hui. Sans réfrigérateur moderne, le système de conservation était crucial. La viande se salait, de gros morceaux se disposaient en couches dans des tonneaux et se recouvraient de sel, qui tirait l'eau et empêchait la décomposition. Selon les études modernes, la viande ainsi conservée pouvait survivre même plusieurs années. Les poissons se salaient et séchaient au vent ou se marinaient dans la saumure. La fumée du foyer donnait à la viande un goût caractéristique et prolongeait considérablement sa conservation. Saumon fumé ou lard pouvait, suspendu sous le plafond, passer tout l'hiver. Les légumes se conservaient par fermentation et mis en conserve dans vinaigre ou saumure. Choucroute, cornichons ou navets marinés étaient un agrément bienvenu du menu hivernal. Les fruits se séchaient au soleil, souvent se trempaient dans miel ou sirop et se gardaient dans des bocaux. Les légumes racines, carottes, persil, navets, panais, se stockaient dans des fosses tapissées de sable ou paille pour ne pas geler. Les fermiers construisaient des greniers communs et hangars collectifs, où se rangeaient sacs de céréales et tonneaux de farine. La réserve commune du village était une assurance contre les hivers cruels. Si une famille voyait ses réserves s'épuiser, elle pouvait y obtenir de l'aide. Dès que finissait le jeûne de l'Avent, commençait la période de bombance. Les calendriers médiévaux montrent comment les gens en janvier s'asseyaient au feu, buvaient du vin rouge et mangeaient de la viande chaude, comme agneaux, pigeons ou autres volailles rôties. Selon la médecine humorale, la nourriture chaude devait équilibrer le tempérament phlegmatique froid hivernal. Les riches se permettaient des épices d'Orient, cannelle, gingembre, clous de girofle, qui se percevaient comme chauffantes et antiseptiques. Les herboristes recommandaient des plantes spécifiques pour les maux hivernaux. Le gingembre était considéré comme chaud et sec et s'utilisait contre rhume et nausées. La cannelle stimulait la circulation sanguine et combattait les infections. L'ail s'utilisait comme panacée. La tisane de menthe réchauffait l'estomac et la sauge calmait la toux. Pour les pauvres, l'accès aux épices et à l'eau était limité. Mais même un petit morceau de poivre dans un remède domestique pouvait être la différence entre santé et maladie. L'année était rythmée par les fêtes religieuses. L'Avent, commençant vers le 27 novembre, était période de pénitence et jeûne. Après la Saint-Martin, les foyers se concentraient sur les abattages et la conservation de viande. Puis suivait le calme, durant lequel les familles se préparaient spirituellement. Noël était au contraire jour de joie, et lançait les 12 jours de Noël, où l'on mangeait, buvait et rendait visite aux voisins. Chaque jour avait son nom. La fête de Saint-Étienne le 26 décembre était jour de générosité et cadeau aux pauvres. Le 28 décembre, jour des saints innocents, Childermas,
rappelait le massacre biblique et les enfants y régnaient symboliquement sur le foyer. Le Nouvel An était lié aux jeux burlesques et concours. Le 6 janvier, fête de l'Épiphanie, terminait la période de Noël et apportait bénédiction à la maison. Twelfth Night, dernier soir avant la Chandeleur, se célébrait par l'élection d'un roi et d'une reine du gâteau aux fèves. Dans 2 gâteaux se mettait une fève. Qui la trouvait devenait souverain symbolique du soir. Les invités faisaient le tour avec un verre de cidre aux arbres et leur versèrent la boisson aux racines comme offrande pour assurer une riche récolte. Dans beaucoup de maisons se jouaient des représentations théâtrales et mumming, sorties masquées humoristiques, où apparaissait le hobby horse. Dès après Noël, le travail revenait. Le premier lundi après les rois s'appelait Plug Monday. Les laboureurs portaient une charrue ornée de maison en maison pour collecter de l'argent pour le festin et le fonds commun. Les enfants recevaient de menus Hansel, cadeaux sous forme de friandises ou pièces. Le lendemain, 12 janvier, était la fête de Sainte-Fileuse, où les femmes symboliquement refilaient le lin. Le jour était moitié travail et moitié jeu. Les hommes essayaient lors de cela de les taquiner et mettaient le feu aux solives des fileuses pour leur éteindre les fuseaux brisés. Les femmes en retour pourchassaient les hommes avec des chiffons mouillés. Parmi les autres coutumes hivernales figurait le wasseling, bénédiction aux arbres fruitiers. Le 17 janvier, les villageois se rassemblaient au verger, chantèrent des chansons, versèrent du cidre et réveillaient les esprits des arbres. En février, ils célébrèrent la Chandeleur, Candlemas, fête de la lumière, où se bénissèrent les cierges, et en procession se portait symboliquement le Christ comme lumière du monde. S'il faisait clair, on croyait que l'hiver durerait plus longtemps, aussi attendait-on avec enthousiasme le ciel couvert. Le 14 février, à l'époque médiévale associée à l'avènement du printemps, la fête chrétienne de Saint-Valentin se transformait en jour de lettres d'amour, poésie et petits cadeaux. Les gens croyaient que les oiseaux se cherchèrent des partenaires ce jour-là. Le calendrier hivernal contenait cependant aussi d'autres célébrations et rituels qui apportèrent la lumière dans les mois sombres. Le 6 décembre, les gens célébraient Saint Nicolas, patron des enfants et marins. Dans les villes médiévales, un évêque Nicolas, avec ses assistants, allait de maison en maison, bénissait les enfants et collectait des aumônes pour les pauvres. Dans certaines cathédrales, on choisissait des garçons clercs, qui à la fête de Saint-Nicolas et au jour des saints innocents, remplissèrent la fonction d'évêque enfant. Un garçon en mitre épiscopal menait la procession, prêchait et décidait de la distribution des aumônes. Cette tradition, connue comme Boy Bishop, renversait la hiérarchie et rappelait le besoin d'humilité. Au tournant de l'année se tenait la Calenda, ou fête des fous, festival burlesque, où clergé et laïcs échangeaient des rôles, s'habillaient en déguisement et parodiaient la liturgie. Dans les églises résonnaient ânes et boucs, représentant symboliquement l'étable à la naissance de Jésus. Même si l'Église condamnait souvent ces célébrations, elle les tolérait comme soupapes de tension sociale. Au pays de Galles apparaissait avant le Nouvel An la bizarre coutume, Marie-Louide, où des groupes d'hommes portaient un crâne de cheval orné de rubans, faisaient le tour des maisons et défiaient les hôtes à des duels chantés. Qui perdait devait fournir des rafraîchissements. En Europe centrale appartenait aux rituels hivernaux des masques de diables et fantômes, connus par exemple du Krampus, alpin. Krampus, figure démoniaque cornue, accompagnait Saint Nicolas et effrayait les enfants désobéissants. Ces motifs païens se mêlaient aux chrétiens et rappelaient que l'hiver est une période où se brouillent les frontières entre séculier et surnaturel. Même si les hivers étaient rudes, les gens se trouvaient du temps pour s'amuser. Les calendriers médiévaux montrent des paysans qui se lancent des boules de neige, glissent sur patins d'os, ou se glissent sur la glace sur des planches. Au nord, s'utilisaient des patins fabriqués d'os de tibia, de cerf ou bœuf, qui se fixaient aux bottes de cuir et se graissaient de suif. Norvégiens et Suédois glissaient déjà depuis l'époque viking sur des skis fabriqués de bois de pin ou bouleau. Les archéologues, en 2014, trouvèrent dans un glacier norvégien un ski conservé avec sangle de cuir,
qui date de la période vers le 8e siècle. Les Vikings se mouvaient sur Bonskate si habilement qu'ils organisèrent des courses. Selon le chroniqueur Olaus Magnus, les vainqueurs obtenaient des peaux de cuivre ou même de jeunes chevaux. Les gens jouaient aussi des jeux de société. Aux tables seigneuriales, on jouait échecs et bagamon. Chez les paysans, on jouait aux dés et jeux de table fabriqués de bois et pierre. Les longues soirées se consacraient aux récits d'histoire, chants et danses. Les pèlerins apportaient de nouvelles d'autres contrées, et les bardes récitaient des épopées héroïques. Dans certaines villes, durant l'hiver, se tenaient des foires directement sur les rivières gelées. Cette tradition est plus connue de l'époque moderne, mais ses racines remontent aux rencontres médiévales, sur la Tamise ou le Rhin gelé. Tandis qu'au dehors régnait le gel, la vie à l'intérieur se transformait. Les nuits plus longues et jours plus courts menaient à un changement des habitudes de sommeil. Déjà en introduction, nous avons mentionné le premier et second sommeil. Durant la veille, entre les sommeils, les gens rendirent de visites aux voisins, réfléchissaient sur les rêves ou s'adonnaient à la prière. Les psychologues soulignent aujourd'hui que ce rythme naturel pouvait aider les gens à mieux gérer le long hiver et s'adapter au manque de lumière solaire. Dans la grange, où dormait toute la famille ensemble, se créait aussi un lien fort. Le sommeil partagé renforçait les liens sociaux et apportait un sentiment de sécurité. L'hiver avait impact aussi sur la santé mentale. Le manque de soleil et alimentation monotone pouvaient mener aux idées noires et mélancolie. Dans les textes médiévaux, on indique que le meilleur remède à la tristesse hivernale est la compagnie et la musique. L'hiver était la période où se racontait ta légende, se récitaient poèmes et chantèrent chansons. Les gens pratiquaient de simples méditations, comme la contemplation de flammes de bougies ou l'écoute du tic-tac des horloges à eau. Ces activités fonctionnaient comme forme de psychohygiène, qui aidait à surmonter les humeurs dépressives. La fumée des foyers, mauvaise ventilation et pièces surpeuplées causaient des maladies respiratoires. Au printemps et en été, les gens bougeaient dehors, mais en hiver tous se retiraient dans des espaces confinés. Les témoignages de l'époque de famine indiquent que durant les pires hivers se répandaient pneumonie, bronchite et tuberculose. Froid et manque de vitamines menaient à l'affaiblissement de l'immunité. Le scorbut, manque de vitamine C, causait saignement des gencives et chute des dents. On essayait de l'empêcher par la consommation de sirop de cynorrhodon et baies de sureau. Gelures et escarres étaient fréquentes chez enfants et vieillards, qui couchèrent sur des lits froids. Les guérisseurs se guidaient sur la théorie des 4 humeurs corporelles, sang, bile noire et flegme, qui devaient être en équilibre. L'hiver froid, selon eux, favorisait la dominance du flegme. Le malade devenait flegmatique et il fallait le réchauffer. À cela servaient donc les herbes chaudes et sèches, par exemple gingembre, poivre et cannelle. Le gingembre s'utilisait contre maux de ventre et rhume. La cannelle stimulait la circulation sanguine. L'ail agissait comme antiseptique et purificateur de sang. Sauge et romarin s'utilisaient contre maux de tête et toux. Les herbes se mélangèrent dans des infusions de miel, vin ou bouillie. Les gens plus pauvres, qui n'avaient pas accès aux épices exotiques, se contentèrent de plantes locales. Mélisse calmait, fleurs de tilleul favorisaient la sudation, et camomille s'utilisait contre les fièvres. Racines et feuilles de plantain s'appliquaient sur gelures et plaies. Les guérisseurs recommandaient aussi des bains de vapeur dans des cuves de bois remplies d'eau chaude et herbes. Le feu était à la fois source de chaleur et de stérilisation. Les instruments se grillaient au-dessus du feu pour détruire les bactéries. La cendre du foyer s'utilisait comme savon. Mélangé à la graisse naissait du savon domestique, avec lequel on lavait les vêtements. Les gens cependant se baignaient minimalement en hiver. La peur du refroidissement était plus grande que la crainte de la saleté. La mauvaise odeur ne se traitait pas dans beaucoup de chroniques. Selon certains auteurs, la fumée du feu s'imprégnait dans les vêtements et fonctionnait comme déodorant. L'homme médiéval percevait le monde à travers le prisme de la foi.
L'Église catholique avait le monopole spirituel, et la plupart des événements s'interprétaient comme manifestation de la volonté divine. Les hivers cruels et famines étaient considérés comme châtiment pour les péchés ou comme épreuve. Durant la grande famine, les gens priaient, les processions portaient des reliques, se tenaient jeûnes et prièrent pour la pluie ou le soleil. Pourtant la faim durait, ce qui selon certains chroniqueurs menait à une certaine désillusion et question sur la justice divine. Les poètes se demandaient pourquoi Dieu laisse ses fidèles souffrir, et l'Église se trouvait sous pression pour fournir aide charitable. Outre la foi officielle existait une riche couche de superstitions populaires. Les gens croyaient que si les écureuils ont en automne des queues touffues, un dur hiver arrive. De même, les pelures d'oignons épaisses indiquaient un temps glacial. On observait la première neige, le nombre de brouillards en août, ou le nombre d'étoiles visibles le soir de Noël. Beaucoup de ces superstitions se chevauchaient avec les fêtes chrétiennes. Par exemple, l'interprétation mentionnée du temps à la Chandeleur. Certaines coutumes avaient un caractère protecteur. La nuit de Saint-André, on peignait des croix sur les portes des étables pour protéger le bétail des démons hivernaux. Monastères et églises fonctionnaient comme réseau social. Dans leurs greniers se rassemblaient les dîmes sous forme de céréales et farines. En temps de détresse, elles se distribuaient aux pauvres. Les moines préparèrent des soupes pour les pèlerins et fournissaient un gîte. Dans certaines villes existaient confréries et corporations, qui organisaient des réserves communes de bois et nourriture pour leurs membres. Les mendiants recevaient aumônes sous forme de pain ou lard durant les jours de fête. Cette solidarité aidait les communautés à survivre aux pires mois hivernaux et renforçait les liens sociaux. En Scandinavie et Europe nord-orientale, les hivers étaient plus longs et sombres. Les gens y adaptèrent architecture et coutumes. Les Vikings construisaient de longues maisons avec remblais de terre et murs de plâtre qui isolaient mieux que les chaumières d'osier, et leurs toits étaient bas pour que la chaleur se maintienne au plafond. Selon les expériences, la température dans de telles maisons avec chauffage constant au bois se maintenait autour de 15 degrés Celsius. Sur les lacs gelés, on voyageait plus vite en hiver. Les anciens récits de voyage indiquent que la route hivernale était d'un tiers plus courte que l'estivale, car rivières et lacs gelés servaient d'autoroutes de glace. Les gens du nord portaient plusieurs tuniques de laine, et souvent aussi fourrures d'élan, rennes ou ours. Les fourrures se cousaient à l'intérieur, de sorte que les poils soient cachés et isolent mieux. Porter la fourrure poil dehors était considéré comme barbare. Éperons et patins d'os permettaient le déplacement sur glace et la chasse en hiver. Outre vêtements chauds, aidait aussi la cuisine. Poissons séchés, choucroute et gibier se conservaient dans les granges. En Allemagne, Pologne et Bohême, le climat était plus doux, mais depuis le XIVe siècle y atteignaient aussi de cruels hivers. L'usage de poêles en faïence y était plus répandu. Les modules céramiques accumulaient la chaleur et chauffaient les pièces plusieurs heures après extinction du feu. Les artisans et commerçants urbains vivaient dans des maisons à étages, où au rez-de-chaussée se trouvait l'atelier, à l'étage les pièces d'habitation. L'approvisionnement en bois était plus facile que dans les villes, car le conseil municipal maintenait des forêts communes. Dans les régions plates, voyager en hiver était difficile. N'existait ni traîneau, ni ski, et qu'en geléant les gués de rivière, il fallait inventer des détours. Le silence hivernal apportait cependant aussi la sécurité. Les chevaliers brigands se retiraient dans leurs châteaux, et les voyageurs pouvaient se consacrer au commerce dans leurs cours. En Europe méridionale, le climat était plus doux, mais le petit âge glaciaire apporta des gels inhabituels. La chronique indique qu'en l'an 1359, la neige s'accumula sur les toits des villes italiennes et dut se jeter dans les rues, pour que les habitants ne restent pas emprisonnés à l'intérieur. En Espagne et France se cultivait la vigne, qui les années froides gelait. Les vignerons recouraient aux prières et bénédictions des vignes. Près de la mer, les gens comptaient sur les réserves de poissons et d'huile d'olive. L'hiver était période de pêche, où naviguaient moins de bateaux.
mais filetage et salage des poissons étaient intenses. Dans les montagnes des Apennins et Pyrénées, on élevait le bétail dans des granges de pierre, où s'utilisèrent des techniques non similaires au nord, sommeil commun avec les animaux et grands foyers au centre. La différence entre pauvres et riches se manifestait dans chaque aspect de la vie hivernale. Tandis que les paysans dormaient dans la pièce commune avec les animaux. Les nobles dans leurs demeures de pierre jouissaient de la chaleur des âtres, fourrures et aliments de qualité. Tandis que les pauvres mangeaient potage et pain noir, à la cour se servaient coise rôtis, faisans, gibier et épices exotiques. Les pauvres devaient s'endetter pour pouvoir acheter du sel, tandis que les riches payaient pour du charbon importé du pays de Galles ou des Flandres. Néanmoins, même la noblesse était menacée en hiver, famines et maladies. Ne choisissez pas selon le rang. La grande famine des années 1315 à 1317 montra combien la société médiévale était vulnérable. Les années stériles, combinaison de pluie et gel, détruisirent les réserves. La faim contraignit les gens à manger des animaux qu'ils auraient autrement élevés pour le travail, et même à ramasser des racines en forêt. Les chroniqueurs enregistrèrent des cas où les gens mangeaient écorces d'arbres ou corps morts. Le manque de sel empêcha la conservation de viande et poissons, augmentant ainsi la dépendance aux céréales, qui pourtant pourrissaient dans les granges humides. Politiquement, la famine affaiblit le pouvoir des souverains. Les rois durent annuler des expéditions guerrières à cause d'armées affamées. Certaines régions, par exemple les Flandres, devinrent centres de troubles et révoltes. La faim motiva les paysans à se soulever contre les redevances féodales seigneuriales. Socialement se renforça le rôle des corporations et confréries, qui organisaient entre l'aide. L'affaiblissement physique et sous-nutrition ouvrirent la porte aux épidémies. Beaucoup de villes perdirent 10 à 25% de population. Bien que la famine se soit progressivement apaisée, il fallut près de 10 ans pour que les réserves de céréales se reconstituent. Misère et mort menèrent au dépeuplement des villages, ce qui accéléra la fin du servage dans certaines régions. Les seigneurs durent motiver les travailleurs par de meilleures conditions et redevances plus basses. La famine contraignit les sociétés à innover. Dans certaines régions se construisirent de nouveaux greniers pour réduire les pertes de céréales. Se répandirent les connaissances sur le séchage du foin, pour que le bétail survive plus longtemps. Augmenta la diversification des cultures, notamment cultures de légumineuses et espèces résistantes de céréales. En Allemagne et Angleterre, se développa le commerce du sel des régions méridionales et s'introduisirent des douanes sur son importation. Les communautés renforcèrent aussi la solidarité mutuelle. Se développèrent les institutions de maisons de pauvres et hôpitaux. Les hivers médiévaux étaient cruels, mais les gens apprirent à vivre avec. L'étude des chroniques, découvertes archéologiques et répliques de maisons nous montrent comment nos ancêtres comptaient sur la connexion avec la nature, sur l'observation du temps et sur l'équilibre entre travail et repos. Superposition de tissus de lin et laine, chauffage au feu, sommeil commun avec les animaux, conservation des aliments par sel, fumée et fermentation, ou commémoration de fêtes et mythes, tout cela aida à survivre aux longues nuits glaciales. Les hivers cruels et famines montrèrent combien la société médiévale était fragile et combien la coopération était importante. Quand en plusieurs endroits s'effondrèrent les toits sous le poids de la neige, les voisins les reconstruisirent. Quand la faim menaçait les familles, monastères et corporations partagèrent leurs greniers. Le feu, qui réchauffait, nuisait aussi. La fumée lésait les poumons et une étincelle de feu pouvait causer un incendie. Pourtant, les gens surent, avec une créativité surprenante, chercher de nouvelles sources de chaleur et subsistance. Pour nous, qui vivons au XXIe siècle, ces histoires représentent un important rappel. Aujourd'hui aussi, nous faisons face à des variations extrêmes de temps et changements climatiques. Comme au Moyen Âge, peut être élément clé de survie, la solidarité dans la communauté, prévoyance dans l'économie et respect de la nature. Nos ancêtres savaient que durabilité et partage sont nécessaires pour la survie. Quand vous boirez la prochaine fois du thé chaud dans un appartement chaud,
Essayez d'imaginer comme devait goûter une assiette de potage chaude avec quelques haricots, et comme devait être réconfortant le son du feu crépitant au milieu d'une maison assombrie. L'histoire nous rappelle que ingéniosité et solidarité sont les armes les plus efficaces contre l'hiver. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si le sujet vous a intéressé, mettez s'il vous plaît un like et partagez avec vos amis. J'aurai plaisir à vous révéler d'autres secrets médiévaux dans la prochaine vidéo.